pour que vous puissiez la construire à votre manière. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Là, je viens de lire, Keir Starmer affirme qu'il ne démissionnera pas malgré les défaites du Parti travailliste et les victoires du Parti Reform UK aux élections locales. C'est une grosse nouvelle, ça. Oui, c'est une grosse nouvelle. Ce sont des élections qui concernaient 5 000 postes d'élus sur 16 000. Donc, c'est pas tous les élus, ça se fait en rotation. Et ce sont des élections municipales et régionales qui ont été faites sur le thème un peu d'un référendum contre Keir Starmer. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce Keir Starmer, qui lui reprochent énormément de choses, entre autres une économie qui est moribonde, qui est stagnante, et des lois trop faibles face aux immigrants. Donc, oui, c'était une élection qui était d'une certaine manière, un référendum contre le premier ministre, et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne démissionnera pas, malgré ses résultats catastrophiques. Mais parce qu'il n'y a que 5 000 postes sur 16 000, tu sais, puis c'est pas les élections nationales qui, elles, vont avoir lieu en 2029. Bien entendu qu'il peut rester au pouvoir, mais à l'intérieur même de son parti, tu peux être certain qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de le pousser vers la porte de sortie. Il y en a beaucoup qui pensent pouvoir le faire tomber même cet été, parce que ses résultats sont très mauvais. En tout cas, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le quotidien, là, pour la marche à suivre, pour le Reform UK? Alors, pour le Reform UK, ça veut dire que dans un certain nombre de villes, il devient majoritaire. Dans un certain nombre de régions, il devient majoritaire, ou alors il forme une opposition extrêmement forte. Et attention, cette montée de ce parti brise le bipartisme traditionnel qu'il y a au Royaume-Uni. Normalement, tu as les conservateurs contre les travaillistes. C'est plus ça maintenant. Il y a un autre parti qui est là, qui est ce parti du Reform. Et ce parti est un parti qui cherche des baisses d'impôts, qui dit qu'il faut arrêter l'immigration, qui veut expulser les immigrants aussi. Donc, on dit que c'est un parti populiste là-bas, mais c'est un parti populiste qui rencontre la volonté manifestement d'énormément d'Anglais. Et c'est pour ça qu'il monte énormément. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va très mal pour Starmer. En plus, il y a des scandales qui entachent son gouvernement. Tu sais, par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a Pete Mandelson qui était un proche de Jeffrey Epstein, qui a été nommé, imagine, comme ambassadeur aux États-Unis, alors que Starmer savait très bien que c'était un proche d'Epstein. Donc, c'est pas brillant tout ça comme gouvernance de l'Angleterre, et je pense qu'il est un peu sanctionné pour ça. Mais évidemment, il se dit qu'il a du temps pour rattraper tout ça. On verra bien. Je pense que il est mieux de le rattraper rapidement parce qu'il va être poussé à démissionner à l'intérieur même de son parti. Bon, et aux États-Unis, la Cour du commerce juge illégaux quoi au juste? Des tarifs douaniers que Trump avait imposés, les nouveaux tarifs douaniers. Et cette Cour du commerce est composée de 3 juges. Et donc, ces nouveaux tarifs de 10% qui avaient été imposés depuis 2 mois par Donald Trump, en remplacement donc des tarifs douaniers précédents, sont jugés illégaux. Et Trump, en fait, s'était appuyé sur une loi de 1974. 1974, on est en plein dans la crise pétrolière du début des années 70. Et à ce moment-là, les États-Unis faisaient face à un double problème, c'est-à-dire qu'il y avait une pénurie d'or et une pénurie de devises, et donc ils n'arrivaient plus à payer leurs comptes courants, leurs factures courantes. Et c'est pour ça qu'on a voté cette loi qui permettait de lever des tarifs douaniers, etc. Or, les juges ont dit un instant, là, c'est pas du tout la même situation qu'on vit maintenant. En ce moment, il y a un problème, tout simplement, de déficit des exportations vis-à-vis des importations. C'est pas la même chose. C'est un déficit commercial qu'on a aux États-Unis. Vous pouvez pas invoquer cette loi-là parce qu'on n'a pas justement le même problème de paiement à l'international. Alors, il y a 3 entreprises qui avaient porté cette cause devant les tribunaux. Et évidemment, la cause va aller en appel, fort probablement, mais d'autres entreprises vont se prévaloir de ce jugement aussi et vont aussi contester les tarifs douaniers de 10%. Et ça, c'est vraiment un problème pour Donald Trump qui voit toute sa politique douanière s'effondrer mur après mur, si tu veux, à cause des tribunaux qui l'invalident. Tu sais.
La dernière fois, c'était la Cour suprême qui avait invalidé les tarifs douaniers de Trump. Et il y a aussi, et ça c'est une mauvaise nouvelle, là, à propos de l'océan Pacifique. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle qui va nous affecter fort probablement, c'est que les températures à la surface de l'océan sont proches des températures records de tous les temps pour un mois de mai, parce qu'il y a beaucoup de vagues de chaleur dans le Pacifique. Et ça veut dire qu'El Niño pourrait revenir en force cette année. Et donc, s'il est très puissant, ben, ça va provoquer des excès climatiques, des sécheresses à certains endroits, par exemple en Indonésie, des pluies diluviennes ailleurs, par exemple au Pérou. Et en général, pour la Terre, le climat terrestre, ben, un réchauffement climatique général. Au Québec, ça a des effets aussi. Ça donne des hivers plus doux, de 1 à 5 degrés. Puis on se souvient de l'épisode de la tempête de verglas, tu sais, c'était dû à El Niño. Donc, est-ce qu'on va avoir ça encore cette année? Ben, les possibilités sont élevées. Et ça donne aussi des étés qui sont pluvieux. Donc, du verglas, des étés plus pluvieux et des températures beaucoup plus douces l'hiver. Bon, alors, malheureusement, c'est ça qui nous attend fort probablement. On est loin, remarque, de El Niño, et les météorologues te diraient qu'il y a plein d'autres éléments qui peuvent interférer, mais disons que les probabilités vont dans ce sens-là. Bon, et l'intelligence artificielle meilleure que les médecins? Ça, je veux t'en parler depuis longtemps cette semaine. Et en fait, c'est une étude qui a été réalisée par des médecins de Harvard et qui se sont rendus compte que au diagnostic et à la prise en charge des patients, les programmes d'intelligence artificielle étaient bien meilleurs que des médecins même chevronnés. Les programmes atteignent des notes de 100%. Alors, ça n'a pas été encore testé comme tel dans le feu de l'action, mais ça montre ça que, tu sais, les programmes d'intelligence artificielle progressent très, très rapidement en médecine. Ils ont de mauvais résultats au triage parce qu'il manque d'informations. Mais pour le reste, c'est extraordinaire et ça va s'améliorer dans les années qui viennent. Alors, évidemment, tout le monde dit oui, mais il faut qu'un vrai médecin voit les résultats de l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais tu sais, au Québec, on a une pénurie de médecins. Il y a 24 000 médecins au Québec. Pour rejoindre les standards des pays industrialisés, le Québec devrait avoir 12 000 médecins de plus. Les standards, la moyenne des pays industrialisés. On devrait avoir. C'est ça qui explique que quand on va à l'urgence, il n'y a pas de médecin. Il en manque 12 000. Il en manque 50%. Mais l'intelligence artificielle va peut-être venir brouiller les cartes et changer tout ça. Je pense que ça arrive très, très rapidement. De toute façon, il y a de plus en plus de gens qui questionnent l'intelligence artificielle et qui arrivent chez le médecin avec des résultats de l'intelligence artificielle. Des fois, c'est ridicule, on s'entend, mais de moins en moins. C'est bon. On va se fier à ça, puis bientôt, l'intelligence artificielle va remplacer les chroniqueurs, les animateurs, puis tout ce qu'on va consommer. Ils ne sont pas assez intelligents pour se remplacer. Non, tu n'as pas besoin d'être intelligent. Tu as juste besoin d'être là, dans le fond. Merci, Loïc. À lundi. Salut.